Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour à tous, c'est le break d'intersaison des My Marketing Podcast, mais rassurez-vous, la saison 3 arrive bientôt. En attendant, découvrez notre série de rediff avec nos meilleurs épisodes, ainsi que des épisodes exclusifs enregistrés pour d'autres podcasts qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, je vous partage la conversation de Laurie au micro de Monichim de l'excellent podcast Marketing B2B. Au programme, comment développer son business avec la fidélisation. Un épisode plein de conseils actionnables comme vous les aimez. Très bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monichim et aujourd'hui nous sommes avec Laurie Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience et hôte du podcast My Marketing Podcast. Salut Laurie, comment tu vas ? Salut Moni, écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Et moi je suis ravi de t'accueillir sur le podcast et du coup je vais te laisser te présenter pour les gens de l'audience qui n'auraient pas encore entendu parler de toi. Écoute, avec plaisir. Je suis donc Laurie Jacobi et j'ai cofondé My Marketing Experience avec ma sœur Sandy il y a maintenant 13 ans. D'ailleurs, Sandy, il me semble que tu avais déjà eu l'occasion de l'accueillir sur ce podcast et je suis ravie, moi, que ce soit mon tour aujourd'hui. Et avec Sandy, depuis plus de 10 ans, donc depuis 13 ans, on accompagne les entreprises en B2B, spécifiquement des TPE, des PME et des startups, à développer leur activité en les faisant connaître à leurs bons clients et pour les aider à les convertir et les fidéliser. Donc, en fait, on met en place des stratégies et des techniques marketing pour leur permettre de se développer. Laurie, l'un de tes chevaux de bataille est la fidélisation. Absolument. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, quand on est une boîte B2B, il faut absolument développer une stratégie de fidélisation ? Alors, c'est pas que il faut absolument, ou en tout cas tout miser sur une stratégie de fidélisation, mais c'est vrai que on parle énormément de stratégie d'acquisition. Alors ça, il y a ça manque pas de documentation ou de posts sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Et les directions commerciales ou les entreprises en règle générale en B2B sont très focus sur l'acquisition et jamais sur la fidélisation. Et en fait, à mon sens, c'est vraiment un manque à gagner phénoménal. Il y a plusieurs études qui le prouvent d'ailleurs. Ne jamais essayer de revendre à un client, c'est finalement gaspiller tous les coûts d'acquisition qui nous ont permis de décrocher ses clients. Et en réalité, il y a beaucoup d'enjeux à fidéliser ses clients, notamment financiers. Il y a une étude de Bain et compagnie qui a prouvé qu'une augmentation de seulement 5% de la fidélisation peut conduire à une hausse du chiffre d'affaires entre 25 et 50%. Ça va dépendre du secteur d'activité, de plusieurs paramètres. Mais en tout cas, développer une stratégie de fidélisation, ça peut que être bénéfique sur les chiffres d'affaires. En parallèle, il y a notamment dans un contexte d'incertitude, ça peut être très intéressant, même quand c'est pas en contexte d'incertitude, mais notamment en contexte d'incertitude, c'est un peu dur à dire, ça peut être très intéressant de mettre en place une stratégie de fidélisation simplement parce que ça va permettre de capitaliser sur les clients qui existent déjà et qui vont pouvoir être fidèles plutôt que d'essayer d'aller en décrocher des nouveaux
où dans ce contexte d'incertitude, par exemple, les investissements vont être freinés, alors que revendre à des personnes qui ont déjà confiance en nous va être plus simple et salvateur, je dirais. D'ailleurs, il y a des études qui ont été menées là-dessus, hein, sur, je crois que c'est Twilio, alors ils ont tous des noms à coucher dehors, donc Twilio Segment, sur une étude qui a été menée sur des entreprises anglo-saxonnes, on va dire US et UK, mais bon, on sait que du coup, ça arrivera chez nous. Si ce n'est pas déjà installé, ça arrivera chez nous bientôt. Et qui ont mis en lumière que les entreprises qui anticipent ou qui sont en train de vivre une récession vont plus s'orienter stratégiquement vers une croissance durable, et notamment en mettant un focus sur la fidélisation, parce qu'elle est moins coûteuse que l'acquisition. Oui, bien sûr, on a un coût d'acquisition qui est... on n'a plus de coût d'acquisition en fait. On a plutôt des coûts qui sont liés au fait de satisfaire ce client et de le garder. On a des coûts de fidélisation, mais qui sont environ, ça a été estimé, 5 à 7 fois moins cher que des coûts d'acquisition. C'est vrai qu'on ne parle quasiment pas de fidélisation dans nos contextes. Moi-même, je suis spécialiste de l'acquisition, donc je suis encore plus biaisé par rapport à ça. Mais alors qu'effectivement, c'est un sujet hyper important. Et franchement, ton chiffre du fait d'augmenter de 5% la fidélisation pour de l'autre côté obtenir entre plus 25 à plus 50% de vente, clairement, c'est super intéressant. C'est un levier super intéressant pour les entreprises. Selon toi, comment ça se fait que beaucoup d'entreprises oublient ce levier-là? Alors, c'est une très bonne question, et moi-même, je me suis posé souvent la question, parce que quand je rencontre encore des entreprises, des dirigeants d'entreprises en B2B ou des directeurs commerciaux, et que je leur pose la question et qu'ils me disent non, c'est vrai que nos responsables, nos commerciaux sont beaucoup dans le développement, mais ne rappellent pas forcément les clients pour essayer de leur revendre. Je me suis dit, mais pourquoi? Alors, peut-être parce que moi, je suis un peu, je dirais pas paresseuse, mais j'aime bien essayer d'obtenir des résultats avec un minimum d'efforts. Et je pense qu'il y a, tu vois, dans l'inconscient, il y a quelque chose de plus glorieux à aller décrocher un nouveau client. Genre, j'ai décroché un nouveau client, c'était pas facile, mais j'ai décroché un nouveau client. Alors que peut-être, c'est une supposition, peut-être que finalement, c'est jugé un peu comme facile de revendre à un client. Et on se dit peut-être aussi, ça je l'ai déjà entendu, le client, il nous connaît, il sait ce qu'on vend, et s'il veut, il revient nous voir pour acheter quelque chose chez nous. En réalité, je pense que c'est vraiment une croyance, et étant dans le contexte où il y a quand même déjà de la concurrence, et ensuite le client, il pense pas à nous H24, il sera très facile pour lui de rapidement nous oublier si on se rappelle pas à son bon souvenir. Donc, moi, je tends à me l'expliquer comme ça, ce focus sur l'acquisition, parce qu'on pense que le client, une fois qu'il est client, il le restera tout le temps, il reviendra tout le temps chez nous. On a un peu un effet de statu quo. Et c'est marrant, tu vois, quand on est un peu dans l'univers des agences, les agences, elles vont parler de leurs nouveaux clients, si tu veux, à chaque fois. Enfin, c'est une petite pour parler de nouveaux clients. Ça brille, hein, le nouveau client. Ouais, c'est ça. Par contre, on va moins entendre, voilà, ça fait 24 mois qu'on bosse avec tel client et qu'on renouvelle avec lui et que ça se passe super bien. C'est vrai que ça pourrait être un angle intéressant à rapporter aussi. Absolument, d'autant plus que les clients récurrents, donc les clients fidèles, peuvent représenter une part non négligeable du chiffre d'affaires. Je sais que nous, chez My Marketing Experience, on a cette chance, on a des clients qui sont très fidèles et on les bichonne parce que c'est hyper important pour nous de les garder, et ça représente clairement une bonne partie de notre chiffre d'affaires. C'est pas 100% non plus, hein, mais c'est une partie qui est non négligeable. Ouais, c'est intéressant. Moi, dans mon propre business, aujourd'hui, c'est 100% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que moi, je ne fonctionne qu'avec des abonnements aujourd'hui. Donc, du coup, tous les mois, je dois regagner à nouveau le business de chaque client parce que je fais aussi des contrats qui sont mensuels. C'est-à-dire que tous les mois, le client, il peut dire « Ok, Moni, bye bye ». Alors, c'est vrai que l'abonnement, c'est une forme de fidélisation à laquelle on pense pas suffisamment souvent. Tous les business ne s'y prêtent pas nécessairement, mais en tout cas, avoir une stratégie d'offre qui intègre la fidélisation, c'est indispensable justement pour pouvoir la mettre en place. Et développer des offres d'abonnement fait partie d'une stratégie d'offre pour mettre en place la fidélisation. On a vu le pourquoi de la fidélisation. Je pense que les gens, ils sont maintenant convaincus que ce serait bien d'injecter un peu plus de fidélisation dans leur modèle de revenu B2B. Comment, selon toi, on fait pour les fidéliser une base de clients quand on est en B2B? Mais éventuellement, si tu as des exemples, n'hésite pas à en apporter aussi. Alors, à mon sens, il y a déjà un élément qui est indispensable, je l'ai cité juste avant. C'est déjà d'avoir une offre qui est conçue pour revendre. Si tu n'as pas une offre qui est conçue pour revendre, rapidement, c'est sûr que ça va être compliqué de fidéliser. Si tu
n'as qu'une seule offre pour répondre à un seul besoin à un instant T. Je vais prendre un exemple. Tu vends un site web, des sites web. Et si tu ne fais que vendre des sites web, du développement de sites web et rien d'autre, à part le développement du site web, ton client, oui, tu vas pouvoir lui développer un site web aujourd'hui, mais il ne va pas refaire son site web immédiatement. Donc, tu devras éventuellement attendre plusieurs années avant de lui revendre un site web. En revanche, tu peux développer d'autres types de prestations ou lui proposer d'autres types de prestations pour pouvoir continuer de lui vendre jusqu'à son prochain site web. Typiquement, tu pourras lui proposer de la maintenance, de maintenir son site web. Tu pourras lui proposer de faire de la mise à jour de contenu. Donc, il y a plusieurs types de prestations que tu peux ajouter à ton offre pour pouvoir continuer de vendre à ce client. Et effectivement, en plus, la maintenance, c'est une offre d'abonnement. Donc, en général, les agences web le font, mais en réalité, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tous les types de business. Ce qui nécessite en revanche de bien connaître son persona, son client idéal, pour connaître ses différents besoins à chaque étape de son parcours. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire. Donc c'est avoir une offre qui est conçue pour revendre. Ça paraît évident, mais si on ne sait pas, si on connaît pas les besoins de son client à chaque étape de son parcours, on va avoir des difficultés à lui revendre quelque chose. Ouais. Est-ce que tu as des idées, je sais pas, de questions ou de choses à faire pour essayer de plus comprendre les attentes de tes clients pour pouvoir après derrière lui proposer des offres que tu vas pouvoir lui apporter et qui vont être intéressantes pour lui? Alors, une chose toute simple, c'est de parler à son client. Ça paraît presque incongru aujourd'hui parce que beaucoup de dirigeants, de commerciaux pensent déjà très bien connaître leurs clients, alors qu'en réalité, on se base sur ce qu'on pense nous. Et on ne pense pas suffisamment souvent à poser les questions, à interroger notre client, que ce soit en direct, en one-to-one, c'est-à-dire vraiment l'appeler ou échanger avec lui de vive voix, ou à travers un retour par formulaire. Honnêtement, dans la mesure du possible, je trouve ça quand même bien de pouvoir discuter avec son client. Quand on est une entreprise en B2B, en général, on n'a pas non plus des centaines de clients. Ou alors, si on a des centaines de clients, ça veut dire qu'on a quand même une équipe derrière pour s'en occuper aussi et pouvoir pouvoir s'entretenir avec ses clients pour connaître leurs besoins et les identifier. Ça me paraît la base pour pouvoir identifier les besoins futurs. Donc, moi, il y a vraiment cette façon de faire que je recommande à mes clients, que je mets en place pour eux, qui est interroger nos clients pour connaître les frictions sur lesquelles on va pouvoir intervenir par la suite. Après, il y a aussi, au moment de la première prestation, c'est-à-dire, on sait très bien, par exemple, toujours le site web, souvent, quand tu es une agence et que tu fais un site web, tu vois immédiatement ou très rapidement, que la création de contenu, c'est un problème. Parce que l'entreprise, bien souvent, elle ne va pas arriver à te fournir les contenus. Ils vont être s'il n'y a pas de département marketing, ils ne vont pas nécessairement être hyper vendeurs ou hyper quali. Et tu vas pouvoir te dire, tiens, ça, c'est quelque chose que je pourrais proposer également. Alors que ce soit fait en interne ou en externe. Et tu vas pouvoir faire de la rétention par rapport à ces besoins-là que tu auras identifiés. J'ai l'impression que pour les entreprises qui vendent des services, c'est un petit peu plus simple de monter d'autres offres en mode abonnement/rétention que pour les sociétés qui vendent des produits. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que moi, je suis spécialisée sur les services, mais quand tu proposes des produits, alors en général, quand tu proposes des produits, ce que j'encourage les gens, c'est à proposer des solutions avec donc packaging produits avec services pour pouvoir justement développer le chiffre d'affaires et pouvoir proposer, oui, tu vends des photocopieurs, tu proposes la maintenance du photocopieur. Tu peux proposer sur certains types de produits, tu peux aussi proposer des formations et de former régulièrement. Si c'est du logiciel, par exemple, tu peux proposer, le logiciel, ça s'y prête quand même bien parce qu'il y a une formule d'abonnement en règle générale, mais tu peux proposer de former régulièrement les équipes, les nouveaux arrivants à l'outil. Moi, je pense que il y a quand même, c'est aussi, par exemple, moi, je me souviens d'un client qui était dans les télécoms, qui avait une offre de service en télécom, mais qui pouvait aussi, il savait quand est-ce que le parc était à renouveler ou qu'il y avait des appareils électroniques qui arrivaient un peu à date de péremption ou qui allaient être dépassés. Donc, comme il analysait très bien sa data, donc ça, c'est effectivement, il y a d'abord interroger ses clients et analyser les données. Il savait régulièrement ce qu'il pouvait proposer pour faire racheter ses clients. Excellent point.
Est-ce que tu as des recommandations à faire pour une entreprise qui, bon, voilà, elle a parlé à ses clients, elle a commencé à collecter, à comprendre un peu les besoins de ses clients. Quel est le meilleur moyen pour toi pour aller tester ses offres, en fait? Tester une nouvelle offre? J'aimerais juste revenir sur un point. Il y a interroger ses clients et pour que le client devienne fidèle, il faut aussi qu'il ait déjà vécu une première bonne expérience. Ça, c'est indispensable. Donc, on va partir du principe que le client a vécu une très bonne Mmh. expérience et que du coup, il va être prêt à racheter chez toi, dans ton entreprise, ton service, ta Mmh. prestation. Il y a plusieurs moyens de lui faire connaître ton offre. Il y a l'entretien, évidemment. Et après, si tu as différents Ouais. moyens de communication, je ne sais pas, une newsletter, un emailing spécifique, c'est souvent aussi comme ça qu'on peut informer nos clients d'une nouvelle offre qui est sortie et qui pourrait les intéresser. Et en fonction de quels sont tes process de vente, les inviter à prendre rendez-vous pour en discuter. Pas si compliqué que ça quand tu as satisfait tes clients et que tu connais bien après, En fait, le ouais. réflexe d'informer ses clients sur l'existence d'offres qui pourraient les intéresser pour revendre. Donc, en fait, c'est aussi sur le principe du cross-sell. Quand Mmh. tu développes des offres, que tu fais du cross-selling, c'est-à-dire que tu vas pouvoir développer des offres complémentaires à l'offre à laquelle que ton client a acheté, c'est Ouais. une bonne raison pour ton client de racheter. Parce qu'il s'est dit, ah bah, j'ai acheté le produit A, le produit B va bien avec, je Ouais. suis informé aujourd'hui qu'il existe, c'est bien pour moi de racheter. Okay, donc ça fait un deuxième Mmh. achat. Pour informer les clients, il faut déjà avoir mis en place un système pour les informer. Donc, ça peut être via de la newsletter, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça nécessite quand même de communiquer et parfois aussi, c'est décrocher son téléphone. Et ça, c'est quelque chose que j'observe assez fréquemment. C'est le fait d'être un peu réticent à l'idée de décrocher le téléphone ou d'informer les clients. Parce que, toujours pareil, on veut pas être trop pushy et on se dit: «Ah bah, ils vont bien en entendre parler, ils savent ce qu'on fait». C'est toujours se supposer que le client sait. Alors, à moins que ce soit une offre qui est hyper nouvelle et qu'on vient de lancer et dans ce cas-là, on se dit: «Oui, on va communiquer dessus». Mais par rapport aux offres existantes, on va dire que beaucoup vont dire: «Elles sont dans le catalogue». Je déteste je déteste cette expression. Ou pire, c'est sur notre site internet, notre client, s'il a besoin, il le sait, c'est sur notre site internet. Mmh. Ça va supposer que notre client, il va spontanément aller sur notre site internet pour voir ce qu'on fait et se dire: ah oui, ça, j'en ai besoin. La réalité, c'est que ça marche pas comme ça. C'est que si le client, il n'entend pas parler de nous et de ce qu'on fait et de notre offre, bon, je dis pas de lui envoyer des mails tous les 4 matins non plus, hein. Eh bien, s'il voit cette offre dont il a besoin ailleurs alors qu'on l'a fait nous, Ouais. c'est pas dit qu'ils viennent l'acheter chez nous ou qu'ils même ils se disent: ah tiens, je vais d'abord voir. Ouais, je vais d'abord si Moni il le fait avant d'aller voir chez son concurrent. C'est une grosse croyance. Et je pense qu'on l'a tous vécu et nous, on l'a vécu. Hein. C'est de se dire, on n'est pas forcément toujours plus exemplaires. Mmh. Alors, on a quand même fait des gros, gros, gros progrès. Aujourd'hui, quand même, la fidélisation, depuis longtemps, c'est, comme tu dis, un de nos chevaux de bataille. Mais de se dire, ah ben, notre client, il est allé acheter ça chez telle société, alors que nous aussi, on aurait pu le faire. Et je pense que je Mmh. défie quiconque, Mmh. quelque entreprise Ouais. que ce soit, de dire que ça ne lui est jamais arrivé. Changeons un peu de braquet. Est-ce qu'il y a un livre que tu adores particulièrement? Alors, c'est un livre, oui, il y a un livre, alors que j'adore. J'aime beaucoup de livres, j'aime beaucoup de choses. Mais disons qu'il y a un livre qui a particulièrement marqué mon business. Donc c'est plutôt un livre sur l'entrepreneuriat plus que sur le marketing. Je vais faire peut-être une petite entorse à la ligne éditoriale de ce podcast. Mais si et je suis sûre qu'il y a des dirigeants d'entreprise qui écoutent. Il y a le livre E-Myth de Michael E. Gerber, donc c'est Gerber. Je pense que j'écorche beaucoup son nom, mais je vais pas le dire avec un super accent. Michael E. Gerbert, je pense que c'est, qui s'appelle Ouais, peut E-Myth et en français, c'est Le mythe de l'entrepreneur revisité. Comme beaucoup de traductions, le titre est pourri. D'ailleurs, la version française, la traduction est assez mauvaise. comme d'hab. C'est pas J'oublie ouais, voilà, jamais les bouts qui traînent. et c'est de pire en pire, je trouve, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais on va dire que si on fait abstraction de la forme, le fond est hyper intéressant et elle nous a vraiment permis ici de faire un shift, en fait, de vraiment passer du mode artisanal où on va, tout faire à un mode dirigeant d'entreprise D'accord. où on a appris à se structurer, à déléguer et à passer à la vitesse supérieure. Et vraiment, chez nous, ça a marqué un avant et un après. Est-ce que tu pourrais donner des exemples peut-être spécifiques de choses, Oui. d'idées que tu avais eues dans le bouquin et hop, vous avez mis ça en place? En fait, dans ce livre, on va dire que la grosse idée, moi, qui avait retenu mon attention, c'est que tu ne peux pas développer ton business
si tu restes toujours dans le mode artisanal, dans le mode artisan, c'est-à-dire que tu fais tout. Tu produis, tu fais tout toi-même. Okay, c'est très difficile à la fois d'avoir la vision et en même temps de l'exécuter. C'est-à-dire que tu vas être très restreint. Et le livre a expliqué que si tu veux te développer, tu as besoin de différencier 3 positions. Tu peux en endosser 2, mais pas 3 en tout cas. Le visionnaire, le manager et l'artisan. Donc le visionnaire, c'est celui qui va donner la vision de l'entreprise, qui va donner les grands axes stratégiques. Le manager, c'est celui qui va faire en sorte que les axes se réalisent, c'est-à-dire qu'il va dire, OK, pour réaliser ça, on va mettre en place ça, ça, ça et ça. Et l'artisan ou les artisans, c'est ceux qui vont réaliser, produire en fait. Okay. Et parfois, il y a des dirigeants d'entreprise, eux, ils sont très contents d'être artisans et ils veulent surtout pas être autre chose. Donc, ils vont nommer par exemple un directeur général pour s'occuper de la partie manager, c'est-à-dire qui fait quoi dans l'entreprise et s'assurer que tout soit fait. Okay. Donc, ils vont peut-être avoir la vision et vouloir produire, mais pas faire le management. Est-ce que je suis claire ? Tu es très claire. En réalité, nous, au sein de l'entreprise, on s'était déjà divisé les rôles avec Sandy, mais il y avait des choses qu'on continue à faire nous-mêmes. Donc, typiquement, une des premières décisions qu'on avait prises, c'était de déléguer certaines choses, de déléguer toute la partie administrative et comptable. On a pris quelqu'un pour le faire. Et ça a été encore de mieux se répartir les rôles et de se dire, OK, il faut que nous, on puisse prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à s'entourer d'une équipe qui n'est pas nécessairement en interne chez nous, mais qu'on a passé le cap de pouvoir prendre des missions, les piloter, mais les déléguer. Et du coup, on a quand même fait un gros décollage suite à ça. Alors, notre entreprise avait toujours bien connu de la croissance, mais il y a vraiment eu un avant et un après. Je crois qu'en termes de chiffre d'affaires, on a fait plus 40% suite à ça. Bon, il faut que je lise ce livre du coup. Excellent. Ouais, si tu es un peu anglophone, tu peux lire la version anglaise. Trop cool. Et pour terminer l'interview, si tu devais donner un conseil à toi-même il y a 1 an pour devenir une meilleure marketeuse aujourd'hui, ce serait quoi ? Je dirais pas forcément 1 an, je dirais un tout petit peu plus. Je pense que ce serait de bien travailler mon réseau, mon écosystème. Moi, j'ai toujours pensé, je m'étais dit, en fait, je peux tout faire moi-même et j'ai pas forcément besoin de parler aux autres et de me reposer. On était beaucoup stratégie inbound avec Sandy et outbound. Et en fait, depuis 2 ans, je me rends, mais même encore plus depuis 1 an, je me rends compte de la puissance du réseau. Et en marketing, c'est hyper puissant pour trouver des partenaires, pour trouver des clients, pour se faire recommander. En fait, c'est ultra puissant et c'est quelque chose que nous, on a carrément sous-exploité pendant des années. Donc, le conseil que je me donnerais il y a 1 an, 2 ans, voire même encore plus, ça serait vraiment de développer plus ce réseau. Tu vois, pourtant, ça paraît être une technique hyper, pas très innovante, hein, mais en réalité, ça fait partie des basiques. Il y a plein de techniques qui sont hyper intéressantes aujourd'hui, mais les fondamentaux, du coup, sont un petit peu trop souvent oubliés. Donc, moi, je me dirais d'essayer de revenir à ces fondamentaux qui sont de développer et d'entretenir mon réseau pour pouvoir m'appuyer dessus pour vendre. Ouais, franchement, moi aussi, je t'appuie sur ce propos-là. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à vraiment travailler mon réseau online avec les bonnes personnes. Et clairement, ça a vraiment fait une énorme différence. Une question que je me pose par rapport au développement du réseau, qu'est-ce que tu penses de ces business clubs où les gens ils viennent pour balancer leur pitch à tout le monde, là, et donner des cartes de visite à tout le monde. Enfin, bon, en tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai eue. C'est très drôle, parce que j'ai fait partie d'un BNI pendant 2 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses en fait ? J'ai fait partie, je n'en fais plus partie. Alors déjà, moi, j'avais pas de carte de visite, donc j'étais vraiment un ovni. Okay. Donc quand on se réunissait en présentiel, je me dessinais une carte de visite, voire même je n'en donnais pas. J'ai pas dérogé pendant 2 ans, j'ai dit que non, j'en ferais pas. Quand tu as un business local et assez traditionnel, et quand je dis traditionnel, ça n'a rien de péjoratif, ça peut être un très bon levier. Ça peut être un bon levier. Moi, honnêtement, j'ai parmi mes amis entrepreneurs, on va dire, locaux, des personnes à qui ça a apporté énormément de business. Moi-même, j'ai apporté énormément de business. Je crois qu'en 2 ans, j'ai dû apporter pratiquement 100 000 euros. Donc, c'est pas rien non plus. En revanche, j'en ai reçu beaucoup moins. Quand tu as un business qui est très innovant ou qui n'est pas encore compris par tout le monde, parce qu'il faut quand même se dire que nous, on propose des services en marketing qui n'est pas le marketing qui est encore pratiqué par la totalité des entreprises, ou même par une très grande majorité d'entreprises.
Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, c'est vrai qu'on est un peu dans ce prisme déformant où on Voilà. s'imagine que ce qu'on fait, c'est évident, alors qu'en fait, C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'on fait est évident et que tout le monde le fait. ouais. Mais en fait, si tu fais un pas de côté, que tu vas voir ces clubs business, et je dis pas qu'ils sont, ils sont archaïques ou quoi que ce soit, c'est pas une réalité. C'est-à-dire que ils vont. Moi, le retour que j'avais, c'est hyper intéressant. J'adorerais, mais finalement, c'était pas pour eux. Alors que finalement, la cible, c'était peut-être des TPE, des PME, mais de secteurs comme le bâtiment, tout ça, et peut-être que certains ne sont pas prêts à passer là-dessus. Donc je pense qu'en fonction de ton secteur d'activité, ça peut être un très bon levier. Il faut aussi savoir que c'est plus intéressant si tu as un business qui est local qu'un business qui est, même si on te dit le contraire, qui est national. Moi, en revanche, j'ai essayé pendant 2 ans. C'est très sympa au niveau relationnel, mais je suis quelqu'un qui rationalise énormément ses investissements, et pas que financiers, ses investissements en temps également. Et j'ai préféré Ouais. allouer mon temps à d'autres choses, d'autres actions par la suite, parce que ça ne m'a pas apporté suffisamment. Donc je développe mon réseau sur d'autres bases. Dont LinkedIn. Dont LinkedIn, oui. Et en dehors du fait de te dire que ça peut t'apporter des mises en relation intéressantes, tout ça, il y a le côté business, et il y a le côté aussi pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est, on va dire entre guillemets, mastermind, c'est-à-dire que échanger entre entrepreneurs pour des bonnes pratiques, pour se soutenir, pour tester nos offres. Moi, je sais qu'il y a des personnes à qui je dis, bah, tiens, je lance une nouvelle offre, est-ce qu'on peut en discuter? Et ça, c'est hyper puissant. Donc, pour moi, il ne faut pas le voir uniquement comme un levier de business. Il faut aussi le voir comme un levier de soutien. Et qui, si tu t'entends bien avec les gens et que tu as de bonnes synergies, potentiellement, ils te recommanderont et tu vas les recommander aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait 3 recommandations. Tu vois. Donc, voilà. Laurie, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. C'était super intéressant. Ça se passe comment si les gens veulent en savoir plus sur toi et ton business? Bah, écoute, s'ils veulent en savoir plus, bien entendu, il y a le site internet de My Marketing Experience. Ils peuvent aussi me retrouver sur LinkedIn et très prochainement aussi sur My Marketing Podcast. Merci beaucoup, Laurie. À bientôt. Merci, Moni. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt.